Bienvenue sur Ici Éco. Le Conseil des ministres a poursuivi l'étude du projet de budget 2026 en soulignant, selon le ministre des Finances Yassine Jaber, que l'objectif principal reste l'équilibre entre recettes et dépenses afin d'éviter tout déficit, aussi bien sur le plan théorique que pratique. Le ministre a même exprimé l'espoir de parvenir à un excédent. Les discussions au sein du gouvernement se sont concentrées sur la manière d'assurer les recettes nécessaires pour couvrir les besoins de différents corps de l'État, notamment les militaires et les enseignants. L'objectif est d'approuver le budget dans les délais constitutionnels et de le transmettre au Parlement dans les mêmes délais. Selon les informations disponibles, le projet de budget 2026 présenté par le ministre des Finances au Conseil des ministres est évalué à environ 25 à 27% du PIB, soit environ 6 milliards de dollars contre 17 milliards avant la crise. Le budget 2026 se distingue par l'absence de déficit. Les recettes sont équivalentes aux dépenses, avec une hausse prévue des recettes entre 12 et 15% par rapport à 2025. Durant cette émission, nous reviendrons sur les principaux dossiers économiques et financiers, notamment la GAPLO, et la restructuration du secteur bancaire, le projet de budget 2026, ainsi que l'évaluation du Liban par le groupe d'action financière GAFI en novembre prochain, afin de déterminer si le pays restera sur la liste crise ou non. Nous aborderons ces dossiers avec Fouad Mekhoul, qui est doyen de la faculté de gestion et de management à l'Université Saint-Joseph, et le président du MIDEL, le mouvement international des chefs d'entreprise libanais. Toujours un plaisir de vous recevoir, Dr Mekhoul. Toujours un plaisir d'être avec toi, Maurice, et surtout sur Ici Beyrouth. Ça fait un moment, et donc un plaisir d'être sur cette table pour discuter en toute transparence et objectivité des changements économiques, s'il y a changement. Nous allons commencer avec le dossier du budget 2026. Le ministre des Finances, Yassine Jaber, affirme que le projet de budget 2026 vise à un équilibre total entre recettes et dépenses sans aucun déficit pour le Trésor. Est-il réellement possible d'atteindre un tel équilibre ? Tout d'abord, moi j'aime toujours être positif. Donc d'abord, je trouve que c'est bien de commencer à discuter de notre budget 2026, je dirais, dans les délais réglementaires et parlementaires, parce que d'habitude, on votait le budget vers la fin de l'année en cours. Donc aujourd'hui, de commencer à discuter du budget, c'est la deuxième fois que ça se passe. Je pense quand même que c'est un avancement qu'on doit bien noter, que ce soit du ministre Jaber ou que ce soit des commissions parlementaires. Aujourd'hui, le budget qui est proposé, c'est un budget environ qui équivaut à 5,62 milliards de dollars, avec une augmentation de 18% quand même sur les derniers chiffres de 2025. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un budget équilibré ? La première question, c'est de savoir finalement, est-ce que les recettes que nous avons ou les recettes qui étaient prévues pour l'année en cours sont en train d'être payées ? Nous savons qu'il y a un grand point qui va en évasion fiscale, des personnes qui ne payent pas d'impôts. Nous savons les problèmes sur nos frontières, quelles qu'elles soient, de tous bords. Ce n'est pas politique. Les mafias libanaises ou autres ont toujours exister. Est-ce que c'est réaliste ? Ils n'ont pas le choix parce qu'il faut couvrir un déficit. Et la déficit, on sait que la Banque centrale, aujourd'hui, même avec le premier gouverneur, ou je dirais le premier gouverneur Wassim Mansouri, il avait arrêté de prêter à l'État. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec le gouverneur Karim Saïd aussi, la même politique sera de ne pas prêter. Donc ils n'ont pas d'autre choix que d'avoir un budget équilibré. La question, est-ce qu'ils pourraient le mettre en place ? Je doute beaucoup aujourd'hui que l'État puisse avoir des rentrées de 5,6 milliards de dollars. Et si c'est des rentrées pour augmenter imposer de nouvelles taxes. De nouveaux impôts ou taxes. Voilà. Regarde, le problème, c'est pas les chiffres. Parce qu'aujourd'hui, sur papier, c'est très facile de dire, voilà, notre budget est de 5,62 milliards et on a des rentrées qui vont en diviser de cette façon. L'idée, c'est être sûr que ces rentrées vont arriver dans les caisses de l'État. Ce qui ne s'est jamais passé, parce que tu as une évasion fiscale déjà sur les rentrées portuaires. Nous savons que la contrebande a toujours fait une partie très importante au Liban. Le deuxième point, nous savons que ça, mais c'est tout le monde, c'est des mafias. Je ne mets pas de responsabilité sur les partis politiques, mais je dis qu'aujourd'hui, l'évasion fiscale au Liban a toujours fait partie du décor depuis des décennies. Et aujourd'hui, d'un coup, dire qu'on va arrêter ça et que les impôts vont être tous payés, je doute. Sur papier, nous savons qu'aujourd'hui, sur le budget d'habitude, l'État, et ça c'est sur les anciens ministres des Finances, ils ont environ 50% des rentrées qui sont confirmées. Donc s'ils vont dire, nous avons... Si on est à 6, on est à 6, donc on est à 3 qui vont rentrer dans les caisses de l'État, je doute que ce soit plus. Ça c'est la première.
La deuxième, on va être d'accord, il faut que tout le monde paye ses taxes sur tout le territoire libanais de la même façon. Si c'est simplement les entreprises qui ont une bonne gouvernance ou les entreprises qui ont une bonne transparence ou les entreprises qui ont vraiment, je dirais, des vrais dossiers, si c'est eux qui payent, on a un problème. Parce que pourquoi? Nous savons que l'économie noire a gagné énormément du terrain sur les 5 dernières années. Elle a gagné du terrain, mais en plus, qu'est-ce qu'il fait? C'est que quand nous augmentons des taxes, l'économie noire gagne du terrain et l'économie blanche recule. Parce qu'aujourd'hui, taxer les entreprises, même si elles font des bénéfices, on va être d'accord, une entreprise qui fait des bénéfices, elle fait de l'investissement, elle crée de l'emploi, elle crée de la croissance. Donc aujourd'hui, dire on va taxer les entreprises qui sont transparentes, qui ont une bonne gouvernance Mais en parallèle, et en même temps garder une économie noire c'est ça. protégée. On a l'économie du cash, Voilà. l'économie parallèle, l'économie du noir. Donc, avec cette évasion fiscale, les personnes là qui ne payent pas leurs taxes, et l'économie qui est régularisée, qui paye la taxe et qui est en train de payer et toute la qui facture. s'enfuit. Mais voilà. Mais alors, encore une fois, le gros problème de la taxe, spécifiquement au Liban, c'est que quand on augmente les taxes et on augmente le budget, on n'augmente jamais les rentrées de l'État. Au contraire, on augmente l'économie noire. On augmente l'économie noire parce qu'il y a plus de contrebande. On va aller acheter des produits contrefaits qui passent, mis à part, je dirais, toute régularisation. Et en même temps, je redis et j'insiste que les entreprises qui se respectent, qui ont une bonne gouvernance, une bonne transparence, une bonne éthique, c'est eux qui payent les pots cassés. Elles sont surtaxées d'abord, elles sont surveillées. Alors aujourd'hui, du même moment, donc on sait comment ça se passe, elles sont surveillées et on revient sur les pots de vin parce qu'on sait que quand le budget de l'État ou je dirais les collecteurs d'impôts sont sous-payés, donc on sait que sous la table, ils sont obligés d'aller sur des points et malheureusement ça met je dirais beaucoup de stress sur les entreprises. Alors qu'est-ce qui se passe? L'État a moins de rentrées, les entreprises, elles investissent moins, ou elles vont sur d'autres pays dans la région qui se respectent, encore une fois. Donc on est sur une économie aujourd'hui qui change. Donc pour résumer sur le budget, aujourd'hui, le budget qui est présenté, point positif, il vient dans le bon moment. Est-ce qu'il sera réalisable? Je doute. Au contraire, moi j'aurais dit on doit avoir des taxes qui viennent sur la croissance. On doit de rebousser l'économie. Il ne faut pas oublier que les entreprises qui payent leurs taxes, ça fait 6 ans qu'ils ont payé le prix de la crise, ils ont payé la Covid, ils ont payé le prix de la dévaluation, ils ont des pertes énormes qu'ils ont eues. Donc aujourd'hui dire je vais venir taxer le citoyen ne peut plus. Venir taxer les entreprises, en même temps les entreprises qui se respectent veulent réinvestir, veulent se reconstruire. Au contraire, je dois leur donner des subventions. Et on a un État qui augmente ses dépenses de 18%, ce qui est normal quelque part, je le comprends parce qu'on a aussi une inflation. On a une inflation locale, régionale et mondiale. Mais aujourd'hui, je dois dire en 2 mots, tout ce qui se met sur papier n'a aucun sens. Aujourd'hui, pour rebâtir vraiment un budget, c'est ramener la confiance. C'est ramener, je vais continuer sur ça, c'est ramener l'investissement, Maurice. Il faut de l'investissement, il faut des entreprises, il faut ramener l'investisseur. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, je ne vois en aucun cas comment on ramène la confiance, ni l'investissement, ni l'investisseur. Juste pour rappeler que le gouvernement assure qu'il s'efforce de ne pas augmenter les impôts et de ne pas accroître les dépenses sans recettes correspondantes. Le projet prévoit une hausse des revenus de 12 à 15% par rapport à 2025, avec 3 milliards de dollars pour les salaires, soit la moitié du budget, et une enveloppe dédiée à la reconstruction de 500 bâtiments. Selon le ministre des Finances, le budget intègre en plus des dépenses essentielles de l'État, quelques projets de développement destinés à relancer l'investissement selon les priorités, en concertation avec les ministères concernés. Mais on reste au strict minimum en matière d'investissement. Quelle est votre appréciation? Alors tout d'abord, je commence sur le premier point. Alors, l'idée d'investissement. Le budget, enfin les anciens budgets qu'on avait eus étaient divisés en 3 tiers, enfin en 3 parties. Alors on avait un tiers qui était les salaires, on avait un tiers qui était l'électricité et un tiers qui était le service de la dette. C'était un peu comment nos budgets étaient. Aujourd'hui, on va sur un gros problème qui a toujours été le problème libanais, qui sont les salaires. Ce qu'on a appelé l'échelle des salaires qui a été donnée. Bon. On sait très bien que nous avons un poids de l'État et un poids de salaire qui a toujours été plus grand que ce que l'État a besoin. Donc on parle de 300 000 personnes qui vivent, je parle entre les forces armées ou civiles, aujourd'hui qui vivent, je dirais, sur les frais de l'État. Aujourd'hui, on sait très bien que ces personnes ont perdu une très grande partie de leur rentrée. Mais bon, on a une chance unique de reconstruire. On n'a pas besoin de 300 000 personnes. On peut avoir un État avec 100 ou 150 000 personnes. Ce n'est pas normal qu'on ait un budget dont la moitié va au salaire. Aujourd'hui, toute entreprise, quelle qu'elle soit, privée ou publique, qui a la moitié qui va en salaire, elle a un problème majeur
aujourd'hui à se restructurer. Donc aujourd'hui, bien avant d'augmenter les salaires, moi je pense qu'il faut faire une restructuration, voir exactement combien de personnes on a besoin, voir comment je suis pour augmenter les salaires, mais pas pour tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, on a des employés de l'État qui ne savent même pas c'est où leur endroit, qui touchent 2 et 3 et 4 salaires. On a des employés de l'État qui ont été employés de façon sectaire, politicienne, milicienne et autres, qui touchent 3 ou 4 salaires ou qui sont en dehors du pays. On n'a pas fait la vraie restructuration aujourd'hui de nos employés publics. Et on a des ministères vides. En même temps, on va voir des ministres, on va dans le ministère, ils sont en manque de personnes. Donc aujourd'hui, bien avant d'augmenter les salaires du secteur public, il faut faire une vraie restructuration, voir combien de personnes on a besoin et terminer ce dossier. L'échelle de salaire, elle est responsable d'une grande partie de la crise. Je n'ai pas envie de revenir. On a donné des chèques sans provision. Je suis certain parce que j'étais présent, j'ai suivi. On a donné un chèque sans provision et par la suite, c'était la dégringolade. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais on peut dire que l'échelle des salaires était en grande partie responsable. On était à un coût initial qui était à 800 millions de dollars. Exactement. On est passé à 1,2 milliard, 1,3 milliard. Et qu'on n'avait pas. Encore une fois, qu'on n'avait pas. Ce n'est pas qu'on les avait. Donc déjà, quand on va sur un point de départ de 50% de salaire, on a un problème. Et encore une fois, et on n'a pas de productivité. Si j'avais aujourd'hui un État qui était productif, qui produisait un service qui était correct, on va dans les cadastres, il n'y a personne. Le cadastre ouvre une fois par semaine et encore. Et je donne des exemples. Donc aujourd'hui, déjà, quand on va dire aux citoyens ou à l'entreprise que la moitié de votre budget va aller pour payer les salaires de l'État, je pense qu'on a un grand questionnement. Je vais sur la reconstruction. Oui. Aussi, c'est un point extrêmement important. Aujourd'hui, on va être extrêmement clair. Aujourd'hui, notre État rachitique, aujourd'hui, quelles que soient les rentrées, peut, lui, faire la reconstruction. Que ce soit un immeuble ou 500 immeubles, j'ai un grand doute. Je pense qu'on doit être tous très réalistes que la reconstruction ne peut pas venir par des fonds internes. C'est impossible. On n'a pas les moyens. Ce n'est pas qu'on ne le veut pas. On n'a pas les moyens. La reconstruction ne peut venir que sur des fonds extérieurs. Des fonds extérieurs, je redis, légaux. On va bien arriver légaux. Avec tous les amis du Liban, toutes les sans institutions rentrer. internationales. C'est pas de passer sous pays la table, donateurs, ni etc. venir dans des valises, ni venir. Alors, ça doit venir sur des pays donateurs pour reconstruire. Mais là aussi, j'ai un grand point. Donc on est d'accord, reconstruction ne peut pas venir d'un budget de l'État parce qu'on n'a pas le budget pour ça, aussi simple que ça. Ni le citoyen peut payer, ni les entreprises peuvent payer. Si on veut reconstruire, on va reconstruire par des prêts de la Banque mondiale, par des pays, mais je pense qu'on doit être très clair. Si on va reconstruire cette fois, c'est pour une dernière fois. Si c'est reconstruire pour redétruire dans quelques années, pour des guerres fictives et autres, non, on ne doit pas reconstruire. Chaque pierre ou chaque vitre qu'on va reconstruire doit être vraiment pour le bon, et spécifiquement pour nos frères du Sud. Ce n'est pas normal aujourd'hui, cette destruction qui est en train d'être faite. Personne n'a le droit d'aller marcher sur son terrain aujourd'hui, et on est en train de parler de reconstruction. Non, avant de parler de reconstruction, j'aimerais parler de paix, mais une vraie paix, une paix durable pour protéger notre pays, pour protéger nos maisons, pour protéger cette reconstruction. Quand on va parler de reconstruction, il n'y aura pas de reconstruction s'il n'y a pas de transparence, s'il n'y a pas de gouvernance, s'il n'y a pas d'audit, s'il n'y a pas de suivi. Quel pays donateur aujourd'hui va reconstruire quand il sait tous les fonds qui ont été délapidés, que ce soit délapidé... Paris 1, Paris 2, Paris 3, alors oui, Cèdre. Cèdre, enfin Cèdre, on n'a jamais vu. Ouais. Mais Cèdre, qu'est-ce que Cèdre avait dit? Cèdre avait dit c'est la conférence économique des réformes. Et ça, on le parlait depuis 2018. Cèdre avait promis 13 milliards d'investissements au Liban, on n'en a vu aucun. Pourquoi? Parce que Cèdre est venu dire non, il n'y a plus de Paris 1, Paris 2. Cèdre, c'est des réformes. Il faut un projet, il faut un cahier de charges. Vous appliquez ces réformes-là et en contrepartie, vous allez avoir cet argent. Voilà, mais aucun projet jusqu'à aujourd'hui, on va dire après 7 ans de Cèdre, n'a été appliqué parce qu'il n'a pas été présenté. Donc quand on dit reconstruction, oui, reconstruction, mais cette reconstruction doit aller en parallèle avec la gouvernance, avec les réformes, avec un processus, je redis, de paix à travers les Nations Unies. Je n'ai pas honte de le dire, mais reconstruire comme ça, dans le vent, sans suivi, d'abord, on n'aura pas les fonds, c'est très clair. Et de deux, dire je vais reconstruire d'un budget de l'État, ce n'est pas du tout réaliste parce que l'État ne peut pas le faire, honnêtement, il n'a pas les moyens de les faire. Et si c'est l'État va financer cette reconstruction par les entreprises et le concitoyen, non plus, ils ne peuvent pas le faire. Reconstruction ne peut être faite que par des fonds internationaux et les fonds internationaux ne reviendront au Liban que si on a un État fort. Je redis, un État fort, un État indépendant, un État légal qui est en train essayé d'être construit par le président de la République, par le Premier ministre Nawaf Salam. En ce qui concerne le budget 2026, quelles sont les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre l'évasion fiscale et améliorer les procédures douanières?
Regarde, aujourd'hui, ça c'est une volonté. Je dis honnêtement, quand on dit évasion fiscale et tout, nous savons très bien que Volonté la de plus dire grande... décision Oui, politique. oui, politique, parce que bon, la petite évasion fiscale ou autre dans tous les pays du monde, Existe. ça existe, ça n'existera pas. Nous, on parle aujourd'hui de grosse évasion fiscale. Quand on parle aujourd'hui des évasions portuaires et tout, on parle de milliards, on parle plus de petits millions. Donc aujourd'hui, ça c'est une volonté politique, parce que je dis les grands contrebandiers entre guillemets ont tous des couvertures politiques. Et vous savez qu'à travers cette évasion fiscale ou l'économie noire, ça finance beaucoup de partis, ça finance des partis, et surtout maintenant on est à des portes des élections, donc il y a des couvertures, il y a des parapluies. Hein. Il n'y a pas un contrebandier ou il n'y a pas un blanchisseur d'argent ou autre que tu vas voir si tu cherches un peu, parce que rarement on en arrête, hein, on arrête les petits. Hein. C'est comme dans la drogue, hein. C'est aujourd'hui qu'on est en train de voir les usines. Mais il y a quelques années, on a attrapé le petit vendeur au port du restaurant. C'est aujourd'hui qu'on voit des usines fermées. Et encore, on en voit quelques-unes. C'est la partie, je dirais, visible de l'iceberg. Mais aujourd'hui, quand on va creuser un peu, c'est une décision politique générale. Et encore une fois, malheureusement, chaque blanchisseur ou contrebandier va se cacher derrière un parti politique ou derrière, je dirais, des groupements sectaires, religieux ou autres, qui va se cacher que oui, on a attrapé un chrétien, un chiite, un sunnite, un druze. C'est un peu comment ça se passe. Ça se passe comme ça. Donc aujourd'hui, c'est une volonté politique, je dirais, de tous les partis que nous sommes obligés. Et c'est là qu'on va commencer à augmenter les recettes de l'État si ça se passe. Donc on a vu des petits changements qui sont en train d'être faits. Mais aujourd'hui, est-ce que vraiment, je peux dire qu'on est revenu sur la route principale? Non. C'est non. La volonté, oui. Alors ce qu'on écoute sur les news ou dans les discours, quand on les écoute, une fois qu'on creuse un peu, les personnes qui vont parler de gouvernance, de lutte dans la corruption, tu creuses un peu, c'est les plus grands corrupteurs. Donc sans donner de nom. Donc aujourd'hui, on va faire attention. Non, je ne vois pas ça encore arriver, mais il faut y aller par étapes. Il faut aller par étapes pour augmenter les recettes de l'État de façon légale. Je redis légale. Aujourd'hui, oui, c'est très beau de dire j'ai un budget et des rentrées de 5,6 milliards. Combien on a eu des rentrées en 2024? On avait aussi un budget. On a eu moins que la moitié. Donc, j'espère que ceci sera mis en place. Il n'y a pas d'autre choix. C'est qu'il n'y a pas d'autre choix. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on vient avec une nouvelle économie. Parce qu'aujourd'hui, quand l'économie du cash commence à être, je dirais, attaquée, quand on voit le Pentagone qui est en train d'être aussi attaqué, quand on voit les frontières avec la Syrie qui sont plus surveillées. Bon, mais aussi, c'est un manque de cash qu'on va voir. Donc ce cash doit être comblé par l'économie blanche. Et pour que l'économie blanche comble le cash, il faut recréer ce moteur principal et encourager, je dis bien, ces entreprises au lieu d'être à la suite. Ce qu'on voit aujourd'hui, honnêtement, je te dis, sur le marché en toute transparence, on voit des économies noires protégées, on voit du blanchiment de plus en plus, et qui paye le prix? Les entreprises qui se respectent, encore une fois, et qui à la fin ferment boutique, parce qu'aujourd'hui, les surtaxer ou les suivre de très près, ça détruit la croissance, ça détruit l'investissement, et c'est ça qui me fait peur. Donc, moi, je vais beaucoup plus sur une économie blanche, sur des encouragements aux entreprises. Aujourd'hui, pour relancer les dépenses, je veux bien, avant de dire je vais augmenter 50% à mes salaires, revenons sur les salaires, faisons une restructuration des besoins. Au contraire, moi je pense qu'on doit employer des personnes aujourd'hui dans le secteur public, mais il y a une grande partie qui doivent sortir. Voilà, donc aujourd'hui, faire des manifestations, brûler des pneus et fermer pour augmenter les dépenses, non, ce n'est pas la façon dont il faut agir. Le Liban et la liste grise du Gafi. Le Liban a officiellement été inscrit sur la liste grise du Gafi le 25 octobre 2024. Le pays est-il en bonne voie pour en sortir ou du moins éviter la liste noire? Bon, d'abord, ce n'est pas éviter la liste noire. La liste noire, c'est un drame total pour le Liban. La liste noire, c'est catastrophique. C'est être sous sanction, on ne peut plus transférer. Donc, on ne va pas mettre la liste noire, on ne va pas la comparer à la liste grise. La liste grise, c'est qu'on est sous le microscope, on est surveillé, on nous donne une chance ou une période de grâce de se restructurer. Mais peut-on espérer une sortie On n'a pas d'autre choix. Il faut même une plus sortie parler. de la liste Mais regarde, grise, regardez, je vais vous dire, il ne faut même pas mettre la liste noire dans les options, parce que liste noire, c'est la fin du Liban. Liste noire, c'est pas petit. Hein. Ça vaut liste noire, c'est être listé comme l'Iran, donc on ne peut plus faire de transfert, c'est la fin de l'économie, comme la Corée, mais c'est pas petit. Donc il ne faut même pas mettre la liste noire comme option. La question aujourd'hui, la liste grise, il ne faut pas oublier qu'on a eu 2 ans de grâce bien avant d'être listé. Depuis le début de la crise, depuis 2020, aujourd'hui, le FATF et le GAFI nous donnent des sonnettes d'alarme, que faites attention, etc.
et aucune mesure concrète n'a été prise. Donc, on a été listé en octobre 2024. Et à savoir que dans la réunion du FATF depuis mars 2024, on savait qu'en octobre, on a été listé. Et le gouverneur, à ce moment-là, au par intérim, avait dit que, bon, on va préparer un soft landing. Aujourd'hui, bon, alors certains vont vous dire, oui, on est sur la liste grise, pas grand-chose a changé. On est un peu plus surveillé, mais pas grand-chose a changé. Non, beaucoup de choses ont changé. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que d'un côté positif, le secteur bancaire quand même a pris des mesures assez drastiques et claires. La Banque centrale aujourd'hui a suivi de très près, que ce soit avec le gouverneur par intérim et spécifiquement avec le gouverneur. Et dans le rapport de Gavi, ça a été clair. Et très clairement que la Banque centrale, les mesures qui ont été prises. Le gros problème, c'est beaucoup plus au niveau, je dirais, ministériel. C'est-à-dire aujourd'hui, le côté juridique, transparence. Transparence, ministre des Finances, économie et autres. Même le côté d'armement. Alors regardez, aujourd'hui, honnêtement, je pense que le président de la République, le Premier ministre savent des grands risques et tout le ministère aujourd'hui de Nawaf Salam a donné une priorité à la sortie de la liste grise. On n'a pas beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, je pense que nous avons exactement 12 mois et même avant, parce que la première évaluation va se passer dans la réunion de mars 2026 et finalement la décision ce sera en octobre. Est-ce qu'on peut le faire? Je veux dire oui. On peut le faire parce qu'il y a encore une fois une volonté. Alors cette fois, il y a une volonté politique. Aujourd'hui, les ministres actuels sont extrêmement sérieux, franchement. Ils travaillent énormément. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas eux qui vont terminer le travail. Parce que si les élections ont lieu en mai 2026, on a une nouvelle équipe qui va venir. J'espère qu'elle ressemble à celle qu'on a aujourd'hui, qui va poursuivre le chemin. Mais si on ne sort pas, alors il faut faire très attention. Je pense que ceci aura un coût direct sur l'investissement, sur les investissements directs. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a eu, avec la meilleure saison estivale, on n'a pas eu d'investissement. On a eu un peu de dépenses, c'est vrai, nous avons nos expatriés qui sont venus, mais est-ce qu'on a entendu parler d'investissement, d'un nouvel hôtel, d'une nouvelle usine, d'un nouveau centre commercial? Non, parce que l'investisseur, quel qu'il soit, ne vient pas quand on a un pays qui est sur une liste grise, ne vient pas quand on est sur un investissement, quand il n'est pas sûr que l'argent qui va être ne pourra plus sortir. Aujourd'hui, l'argent n'est plus sorti au Liban parce qu'on a eu une chute économique. Mais aujourd'hui, si nous sommes sous sanctions, c'est différent. Donc je fais peur qu'aujourd'hui, pourquoi on ne revient pas, on n'a pas de confiance? Ce n'est plus uniquement... Donc vous voulez me dire que oui, on a senti les répercussions de la liste grise? Alors, on les a senties, toutes les entreprises, et je vais diviser en deux. Vous avez la liste grise aujourd'hui de FATF et de Gafi, et vous avez la liste noire européenne qui s'est passée il y a quelques mois. Et là, aujourd'hui, sur les euros, parce qu'aujourd'hui, ça va beaucoup plus sur la liquidité en euros, tout commerçant qui m'écoute aujourd'hui va me dire que sur tous les transferts, même sur le même fournisseur, sur les mêmes quantités, il est questionné, ça prend plus de temps. Mais on ne doit pas dormir sur nos lauriers. Certains vous diront, ah oui, mais ça va, il y a eu des petits changements, ça suffit. Pas du tout. Le risque de la liste noire est extrêmement grave. Aujourd'hui, rester sur la liste grise, ça ne se passe pas très souvent. Donc aujourd'hui, quand tu es sur la liste grise, ou tu vas sur la liste noire, ce que je n'espère pas, ou on s'en sort, comme la Turquie s'en est sortie, la Jordanie s'en est sortie, les îles Jamaïque aussi. Donc j'espère qu'on est sur la bonne voie, quand même je dois donner un point positif, mais il faut que ça se suive. Notre grand problème au Liban, c'est que c'est le suivi et l'implémentation. Ce n'est pas simplement ce qui est écrit, ni c'est les bonnes volontés qui sont promises. Nous passons à la GAPLO. Le Parlement a adopté la loi sur la restructuration et la réorganisation du secteur bancaire, mais son application reste liée à l'adoption de la loi sur la GAPLO. Celle-ci devrait être finalisée avant la fin de l'année si le rythme actuel est maintenu. La loi inclura donc un plan global de répartition des pertes jugé équitable entre les déposants afin de rétablir le fonctionnement du secteur bancaire et de satisfaire les exigences de justice financière et les normes internationales. Selon le ministre des Finances, Yassine Jaber, la crise que traverse le Liban est une crise systémique. Une position officielle dans les négociations avec les institutions internationales, remontant à la décision du gouvernement Diab en mars 2022 de suspendre le paiement de la dette. Pourquoi, selon vous, on fait face aujourd'hui, on est au sein d'une crise systémique? Pour commencer.
Regardez, je vais aller tout de suite plutôt vers pourquoi une crise systémique? Parce que c'est une crise économique. On en a parlé plusieurs fois. Ce n'est pas une crise sur un secteur, ce n'est pas une crise uniquement sur une banque, c'est une crise systémique, c'est-à-dire qui rejoint sur toute l'économie en général. Donc on ne va pas rentrer sur des définitions. Et honnêtement, où on en suit, je pense que le déposant aujourd'hui, que ce soit systémique ou pas, il veut savoir s'il aura ses dépôts et quand et comment. Donc soyons d'accord. Ça fait 6 ans aujourd'hui qu'on est en train de parler sur des définitions. Moi, je pense qu'après 6 ans, on n'a rien vu, aucun point très sérieux ou une application. Donc rentrer quand même sur des définitions en général, ce n'est pas du tout mon style. Je préfère être sur des décisions objectives, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Aujourd'hui, on a eu déjà une loi qui est passée, qui est sur la restructuration bancaire. Finalement, cette loi, après 6 ans, elle aurait dû prendre 6 mois. On a eu la loi sur la restructuration bancaire, qui est extrêmement importante, parce qu'aujourd'hui, quel que soit le problème bancaire ou du secteur, sans banque, on ne pourra pas relancer l'économie. Sans banque, on n'aura pas à avoir de l'investissement. Mais l'application reste conditionnée par mais évidemment, parce que l'article 37 aujourd'hui de la restructuration bancaire stipule que pour pouvoir appliquer la restructuration, il faut avoir la GAPLO. Bon, c'est quoi la GAPLO? Alors, encore une fois, on ne va pas rentrer sur les définitions. La GAPLO, en 2 mots, c'est quantifier la perte. Aujourd'hui, la perte, je pense que c'est très clair, on parle de 75 milliards. C'est le creux qui existe. Voilà, c'est les 75 milliards, 73, 74. Donc, on va parler en général de 75 milliards de pertes. Ça, c'est les pertes très claires. Donc, c'est les quantifier. C'est dire, voilà, ça, c'est la perte. Et voilà comment va être divisé. Je n'ai pas envie de rentrer sur responsabilité. Parce qu'encore une fois, si on rentre sur des termes responsabilité qu'on écoute depuis 6 ans, on va autre part. Donc, c'est quantifié. Dire, voilà les 75 milliards. L'État va porter X, la banque va porter Y, et le déposant va porter la 3e partie. Bon, je comprends, un déposant va dire non, moi je veux tout mon argent, et c'est son droit, et je dois saluer tout ce droit. Mais aujourd'hui, techniquement, est-ce que l'État peut payer les 75 milliards? Non. Est-ce que les banques peuvent payer les 75 milliards? Non. Même si on vend tout ce qu'ils ont et on va en faillite, comme certains le parlent, qu'est-ce que ça va ramener? 3, 4, 5 milliards? Moins que 10%. Donc certains vont dire non, restons comme nous sommes. Donc le GAPLO, c'est dire on va quantifier cette perte. Mais ce GAPLO, encore une fois, quand on va quantifier, on va donner des chiffres. Et des chiffres, dont des responsabilités. Et c'est là le grand problème. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir politique est prêt à dire officiellement combien il va repayer sur quelle partie à la porte d'élection? Je vais dire en toute objectivité, non. Parce qu'aujourd'hui, ces mêmes politiques, ce même Parlement, une partie, je ne vais pas dire des ministres qui sont des technocrates, mais spécifiquement le Parlement commence à travailler sur sa réélection ou sur des alliances politiques. Est-ce qu'ils prendront le risque de dire très honnêtement la GAPLO, parce que la GAPLO va ne faire que des fâchés. La GAPLO ne va pas faire des heureux, quel qu'il soit, parce qu'il y a une perte. Ce n'est pas qu'il y a un bénéfice, c'est une perte. Donc quand on parle de perte et quantifier la perte, est-ce qu'ils ne l'ont pas fait durant 6 ans? Dans la logique libanaise, est-ce qu'ils le feraient aujourd'hui à des ports d'élection? Je le dirais non. À moins qu'il y ait une pression internationale, divers partis, là peut-être. Parce qu'aujourd'hui, sur les pressions, on a des pressions politiques, on a des pressions sur l'armement, mais aussi on a des pressions économiques et financières. Alors aujourd'hui, sans GAPLO, il n'y a pas de restructuration bancaire. Sans GAPLO et restructuration bancaire, il n'y a pas de financement ni reconstruction. Donc tout ça est relié. Et moi, je relie la décision beaucoup plus à une décision politique qu'une décision financière. J'espère que ça va se passer aujourd'hui avant demain parce qu'on ne fait que perdre le temps. Mais en même temps, le Parlement actuel, est-ce qu'il aura le courage et prendra le risque de prendre des décisions qui ne seront pas populaires? Parce que quelle que soit la décision, Maurice, quelle qu'elle soit, le GAPLO, elle est impopulaire. Mais aujourd'hui, je voulais insister sur le point. Donc la question qui me fait peur, c'est repousser encore d'1 an, parce que si élection il y a, on parle de mai, s'il n'y a pas de, je dirais, de changement de date. Donc le temps d'avoir une élection. Par la suite, il faut attendre quelques mois pour avoir un nouveau ministère. Donc on est en train de repousser l'échéance d'1 an. Cette GAPLO aujourd'hui est extrêmement importante parce que je redis, c'est quantifier la perte. Encore un point sur le GAPLO, et là j'aimerais vraiment insister. Ce qu'on écoute entre les lignes, c'est le petit déposant et le grand déposant. Je comprends parfaitement. Mais là, je vais être aussi extrêmement objectif et très clair. D'abord, une très grande partie des petits déposants ont malheureusement perdu leur argent, que ce soit sur les 15 000, sur les 25 000, sur les 15%, sur les 20%. Donc, je dirais le déposant d'entre 1 et 100 000 ou 200 000, une grande partie a utilisé ces fonds malheureusement pour vivre. Parce que le petit déposant aussi n'avait pas de rentrée. Donc une très grande partie de ces déposants ont utilisé leurs fonds. Si on va venir diviser, encore une fois, même sur ça, je ne suis pas d'accord. Pour aujourd'hui, qui dit que le déposant de 100 000
a droit plus que déposant d'1 million si son million est clair et bien quantifié. Pourquoi je vais dire que moi je vais protéger le petit déposant et le grand déposant, ben non, il va payer. Pourquoi? Si le grand déposant, le grand déposant a vendu son terrain, a vendu sa voiture, a pris sa retraite pour venir au Liban et à $1 million, je le sanctionne et je donne à l'autre. Moi, je vais sur des pourcentages. Donc, si on va dire sur un pourcentage de 10, 20, 30, moi, je pense qu'il faut aller sur des pourcentages pour tout le monde. Aujourd'hui, et là, je préfère de loin parler sur des pourcentages divisés en années. Et là, si aujourd'hui, le dépôt bancaire vaut environ 15%, je suis pour l'augmenter à 25, à 30, à 40, à 50 avec le temps. Mais encore une fois, c'est une fois que tu quantifies, à ce moment-là, tu reprends une valeur de ton dépôt. Il peut valoir aujourd'hui, au lieu de 15, 25 demain. Mais le 25, une fois que tu l'espaces avec le temps, il montera à 30, à 35, à 40. Mais moi, je vais sur des pourcentages égaux pour tout le monde, du plus petit déposant au plus grand. Évidemment, quand le grand, je parle d'argent légal. Si tu veux me dire, bon, c'est de la contrebande, c'est du blanchiment d'argent, bon, ça c'est du travail que la Banque centrale va faire pour savoir si cet argent est réel, etc. Tu vas me dire, bon, sur la restructuration, on va enlever les intérêts. Évidemment, je ne suis pas contre des intérêts de 2017 à 2020, je suis aussi d'accord. Mais il ne faut pas oublier que le déposant aujourd'hui a perdu non seulement une grande partie de son argent, mais il a perdu 6 ans de manque à gagner. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple de $100 000. On va dire que $100 000 qu'on n'a pas touché en 2019. On va prendre un déposant qui avait $100 000 qu'il n'a pas touché. Les $100 000 aujourd'hui, si on les lui donne, ben déjà, il a perdu 30%. 30% parce que la valeur de l'argent et du billet vert a perdu sa valeur. En deux, il a perdu aussi 30% parce qu'il y a un manque à gagner. C'était son droit d'avoir des intérêts qu'il n'a pas eu, des vrais intérêts. Donc, il a aussi perdu 30%. Et en plus, il est en train de perdre sur la loi des pertes. Donc, il faut parler que, comme on est en train de tourner, le temps est en train de perdre non seulement la valeur du dépôt, mais la valeur de l'argent, parce qu'on a une inflation mondiale, surtout sur le billet vert. Le billet vert a perdu 30% de sa valeur. On a une inflation mondiale et il a un manque à gagner d'intérêt. Donc, j'espère que cette GAPLO verra le jour aujourd'hui avant demain, quelle qu'elle soit impopulaire, pour que le déposant, l'entreprise, puisse commencer à retravailler. Deuxième point qui est extrêmement important, la GAPLO va injecter de la liquidité. Aujourd'hui, on a besoin de liquidité. Aujourd'hui, la Banque centrale a pu redorer son blason avec 11 milliards de dollars. Moi, je pense qu'une grande partie de ces 11 000 dollars peuvent être rendus aux déposants et injectés dans le système. Aujourd'hui, si on injecte 1 milliard de dollars aujourd'hui aux déposants, 1 milliard ou 2 milliards, on redonne une croissance et on remet un moteur en marche. Mais il faut attendre l'approche qui va être appliquée. Il faut l'oublier aussi, on va pousser, c'est pour ça qu'on hausse la voix et on pousse sur ça. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Fouad Mekroul, vous êtes doyen de la faculté de gestion de management à l'Université Saint-Joseph et le président du MIDEL, le Mouvement international des chefs d'entreprise libanais. Merci, le plaisir est pour moi. Bien voilà mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.